De retour sur le plateau de Brunet-Neumann et notre invité ce soir, c'est François-Xavier Bellamy. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez tête de liste aux élections européennes. Vous êtes le chef de file des députés Les Républicains à Strasbourg. Vous êtes philosophe, bien sûr. L'actualité ce soir, évidemment, c'est Sylvie Goulard, la commissaire européenne, choisie par Emmanuel Macron, qui a été retoquée par le Parlement européen. Avant de vous écouter sur les explications de ce qui s'est passé, je voudrais que vous écoutiez d'abord Nathalie Loiseau. Vous vous souvenez, c'était votre adversaire aux élections européennes. Elle a une explication, je voudrais que vous réagissiez après. Ceux qui ont été les plus virulents, les plus bas vis-à-vis de Sylvie Goulard, ce sont des députés européens français qui ont manifestement la défaite mauvaise. La France Insoumise, le Rassemblement National et les Républicains se sont alliés contre une candidate française. Nous sommes le seul pays à avoir donné ce spectacle désolant. Alors voilà, François-Xavier Bellamy, si j'écoute Madame Loiseau, ce sont donc vos amis alliés, eurodéputés de droite du PPE à Bruxelles, enfin en Europe, qui ont décidé de faire tomber la candidate française, Sylvie Goulard. C'est une petite vengeance politicienne, c'est de la petitesse, comme disait Macron? Ces propos sont ahurissants. Quand on fait de la politique, on doit aux Français un respect minimal de la vérité. Et la vérité, c'est que Madame Loiseau ne dit pas que Sylvie Goulard a été écartée par le vote de 82 députés, dont une toute petite minorité, moins de 10, étaient français. Le choix qui a été fait par tous les groupes politiques, en tous les cas par des députés issus de tous les groupes politiques, sans doute à l'exception du sien, c'était d'écarter la nomination de Madame Goulard. Et pour une raison très simple, une seule et unique raison, c'est que Sylvie Goulard, quelle que soit sa personnalité, était l'objet de 2 enquêtes, une au Parlement européen pour une affaire d'emploi fictif présumé, une en France pour les mêmes raisons qui l'avaient poussé à démissionner du gouvernement. Comment pouvez-vous être commissaire européen quand vous ne pouvez pas être ministre? Et la deuxième raison, c'est qu'elle avait travaillé quand elle était députée au Parlement européen pour un institut financé par un financier américain qui est décrit par le magazine Forbes comme un financier vautour, qui l'a rémunéré 350 000 € sans qu'elle ait pu répondre à nos questions sur la nature du travail qu'elle avait fait. Pardonnez-moi. Ouais. Le travail que nous devons faire comme parlementaires, ça n'est pas d'attaquer qui que ce soit. Et nous travaillerons demain avec le commissaire ou la commissaire qu'Emmanuel Macron nommera sans aucune espèce de sectarisme pour le bien des Français et le bien des pays européens. Mais notre travail, c'est de faire la transparence. Mais pardon, quand le président de la République, hier après-midi, découvrant cette affaire Emmanuel Macron, fait l'étonner, dit « je ne comprends pas, je m'étais mis d'accord avec... » Mais tout le problème est là. Oui. Le grand problème, c'est que M. Macron ne comprenne pas. Parce que c'est très simple. C'est très simple. M. Macron a sans doute cru que, parce qu'il était Emmanuel Macron, parce qu'il était le président de la République française, à la fin, sa décision serait confirmée par le Parlement. Mais nous, les parlementaires, nous avons une responsabilité qui nous est confiée par les institutions européennes. C'est de garantir que la Commission peut susciter la confiance. C'est la 3e commissaire européenne à être retoquée par le Parlement. Et en l'occurrence, il y avait un membre de votre famille politique, le PPE, je crois, hongrois, si ma mémoire est bonne, pour des raisons d'ailleurs pas si éloignées que ça. Je me permets de m'arrêter sur ce point. Tout le monde dit, que c'est une claque, et c'en est une sans doute pour Emmanuel Macron. C'est surtout extrêmement fragilisant pour la nouvelle présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Non, ce qui aurait été fragilisant pour la Commission européenne, c'est d'avoir en son sein des personnes qui sont susceptibles d'être fragilisées par des soupçons ou par des affaires judiciaires en cours. C'est quand même Sylvie Goulard elle-même qui avait utilisé cet argument pour quitter le gouvernement en disant « je suis l'objet d'une enquête, je ne peux pas exercer sereinement ma mission ». Pourquoi aurait-elle pu exercer cette mission de commissaire? Je me permets de revenir sur ce point. Les députés de La République En Marche, pour le coup d'une manière sans doute assez politicienne, ont choisi dès le début de cette procédure d'écarter en effet un commissaire qui venait des rangs du PPE, parce qu'il y a quelques années, son cabinet d'avocats, dans lequel il n'a plus aucune part depuis longtemps, avait eu un contrat avec le gouvernement hongrois et qu'on considérait que ça pouvait faire l'objet d'un conflit d'intérêts. Excusez-moi, cet homme n'avait fait l'objet d'aucune enquête, d'aucune condamnation, il a été écarté. Nous n'avons pas fait un scandale. Aujourd'hui, il faudrait quand même vous, les députés français. Et il y avait là-dedans quelque chose de très politicien. On va pas rentrer dans les détails parce que je crois qu'on va perdre les gens. Mais je crois que ce qui est très important, c'est que ce à quoi nous sommes en train d'assister, c'est au fait que fondamentalement, Emmanuel Macron et les députés de son camp ne supportent pas que quelque chose leur résiste. Ça fait maintenant 2 ans
qu'Emmanuel Macron est président de la République, il est temps qu'il comprenne que tout n'est pas fait pour lui obéir, qu'il y a une opposition, qu'il y a des parlementaires indépendants qui font leur travail sérieusement. Nous n'avons pas déclamé, nous n'avons attaqué personne. Nous avons simplement fait le travail qui nous était confié par nos électeurs pour garantir cette confiance dont on a tellement besoin. François-Xavier Bellamy, la Turquie maintenant. La Turquie bombarde les Kurdes, nos alliés kurdes, qui ont battu sur le terrain les soldats de Daesh. C'est un peu le bal des pleureuses depuis quelques heures. Tout le monde s'offusque en Europe, partout, de l'abandon des Kurdes, voilà, de cette trahison, mais pourtant, personne ne fait rien. Vous, le parlementaire européen, que proposez-vous ? Moi, je pense qu'il faut absolument qu'on puisse agir fortement auprès de la Turquie. Je pense notamment qu'il faut une action à l'ONU. Et là, pour le coup, je crois qu'Emmanuel Macron va faire ce qu'il faut pour que l'ONU se mobilise. Je crois aussi qu'on devrait discuter à l'intérieur de l'OTAN de l'exclusion de la Turquie. La Turquie qui est entrée dans l'OTAN n'est pas celle qui est aujourd'hui en train d'attaquer les Kurdes. Vous voulez exclure la Turquie de l'OTAN ? Je pense qu'il y a évidemment une incompatibilité majeure dans la vision que nous avons du monde. Quand aujourd'hui cette attaque de la Turquie va menacer de déstabiliser en profondeur cette région, il faut se poser la question de notre alliance avec la Turquie. Et sans attendre le sommet de l'OTAN qui aura lieu d'ici un mois, je crois. En tous les cas, c'est une question qu'il faut mettre sur la table. Je crois que nous n'avons pas malheureusement les moyens d'en décider seuls, mais je crois que c'est une question dont il faut débattre. Et je me permets de vous dire que le parlementaire européen que je suis regrette que l'Europe soit si impuissante, que les pays européens soient si discrets face à ce qui est en train de se passer. Mais pour une raison très simple. C'est que nous n'avons pas les moyens de l'influence que nous voudrions avoir. Pour plusieurs raisons. D'abord, nous n'en avons pas forcément les moyens en termes militaires, en termes stratégiques, et il faut enfin que l'Europe puisse se donner les moyens de son autonomie stratégique dans les années qui viendront. C'est un travail dont je vais m'occuper à travers le Fonds européen de défense au Parlement. Et puis deuxièmement, parce qu'il faut aussi que nous puissions maîtriser de manière autonome les frontières de l'Europe. Aujourd'hui, le grand moyen de pression que la Turquie emploie, de manière totalement explicite, c'est si vous faites du tort à nos intérêts et à nos projets, nous allons laisser passer plusieurs millions de migrants qui rentreront sur le sol européen. Nous ne pouvons pas laisser les États extérieurs décider de notre stratégie, de notre vision du monde à partir de ces moyens de pression. J'entends ça, vous avez raison. Il y a une autre conséquence collatérale qui inquiète forcément tous les Français. Ce sont tous ces djihadistes qui sont détenus dans cette fameuse zone tampon par les Turcs, qui risquent de s'égayer dans la nature. D'ailleurs, je voudrais vous faire écouter ce que vous aviez dit, c'était sur notre antenne, je crois que c'était en mars dernier. À l'époque, on vous interrogeait sur le retour possible d'enfants mineurs sur le sol français. Écoutez ce que vous disiez au début et à la fin de votre intervention. Le cas des enfants est bien sûr un cas très spécifique parce que les enfants ne sont pas responsables de ce qui a été commis par leurs parents. Il faut évidemment faire avec la plus grande humanité, mais aussi, permettez-moi de le dire, avec la plus grande fermeté dans ce qui concerne le cas, pour le coup, de ces adultes qui ont trahi leur pays, qui ont renoncé à leur nationalité. Nous devons pouvoir les juger sur le lieu où ils se trouvent et nous avons proposé que l'Union européenne puisse mettre en place quelque chose qui ressemblerait au tribunal pénal international, au tribunal de Nuremberg, un Nuremberg des djihadistes pour pouvoir les juger là où ils ont commis leurs crimes. Je résume, vous étiez d'accord pour les faire juger là-bas, là où ils ont commis leurs crimes. Et maintenant qu'ils risquent de s'égayer dans la nature, vous ne dites pas, mince, on s'est peut-être trompé, je me suis peut-être trompé? Non, je maintiens cette position, c'était la seule raisonnable. Et donc aujourd'hui, s'ils sortent de prison, ils s'évanouissent dans la nature et peut-être vont-ils revenir en France, vous dites quoi? Mais la grande difficulté, c'est qu'on n'a pas mis en place, ça ne vous aura pas échappé, ce Nuremberg des djihadistes. Parce que nos États ne se sont pas engagés pour faire en sorte que soient jugés là où ils avaient commis leurs crimes, ces djihadistes. Dans tous les cas, nous le savons très bien, s'ils étaient revenus en France, si on les avait rapatriés, on se serait retrouvés devant le même problème. C'est qu'en réalité, non, parce que là, en ce moment, ils seraient en prison. Non, alors que demain, ils risquent d'être dehors. C'est toute la difficulté, en fait. Nous sommes dans un état de droit, et c'est tout à fait normal et heureux. Et dans un état de droit, pour condamner quelqu'un, il faut avoir la possibilité d'établir des preuves matérielles des crimes qu'il a commis. Si vous rapatriez ces hommes et ces femmes en France, vous vous trouvez bien souvent dans l'incapacité, parce que les témoins sont très loin, parce que les faits se sont produits à distance, dans l'incapacité d'établir matériellement les crimes qu'ils ont commis, et vous vous retrouvez contraint par conséquent de les relâcher, parce que l'état de droit nous y oblige. Restons sur la lutte antiterroriste et revenons sur la tragédie française de la préfecture de police de Paris la semaine dernière. Macron a proposé de mettre en œuvre, de mettre en mouvement une société de la vigilance qui implique chaque citoyen français dans cette vigilance antiterroriste. Est-ce que selon vous, il n'y a pas un risque de délation ou de creuser davantage le fossé, par exemple, entre des Français musulmans dont il faudrait surveiller absolument le risque de glissade, de dérapage, de radicalisation, et les autres ? Moi, je vois là deux problèmes. Le premier problème, c'est que Emmanuel Macron est en train de charger la société de faire le travail qui appartient à l'État. Le cœur de la vie politique, au cœur de la philosophie politique, il y a cette certitude. L'État, c'est la construction politique qui a pour fonction première de protéger
les citoyens. Et si on demande aux citoyens d'exercer eux-mêmes cette vigilance, c'est peut-être une manière de leur transférer une responsabilité que, on l'a trop vu malheureusement, au cours des dernières années et encore dans ce fait terrible, l'État n'arrive plus à assumer correctement. Le deuxième aspect, c'est que moi je ne crois pas à une société de la vigilance dans un pays où on a tant de mal à nommer l'adversaire, à nommer le danger qui nous menace. En l'occurrence, l'islam radical, qui gangrène beaucoup de lieux de notre société. Moi je voudrais dire, ce soir je profite de cette question pour dire ma solidarité à l'égard de votre confrère Clément Veil-Rénal, qui est aujourd'hui accusé par sa direction à France Télévisions parce que quelques heures après l'événement qui a eu lieu à la préfecture de police, il a osé faire l'hypothèse que ce pouvait être un attentat et que ce pouvait être un attentat islamiste. Aujourd'hui, cette hypothèse est considérée comme prématurée par sa direction et il est l'objet d'une possible sanction pour cela. C'est-à-dire, au fond, à quel point on en est arrivé de déni de réalité. Il avait connu quelques ennuis à l'époque du mur des cons, souvenez-vous, il avait été celui qui avait filmé pour la première fois le mur des cons et déjà il avait eu quelques problèmes avec Je préfère ne pas y voir... François-Xavier Bellamy, sans rentrer dans le cas personnel de ce journaliste, je voudrais vous poser une question ce que je veux dire par là, mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, pardonnez-moi, quand on ose parler d'islam radical, quand on ose dire le danger de l'islamisme, quand on ose qualifier un fait comme celui-là les policiers qui nous regardent ce soir, eux, ils ne comprennent pas cette question du déni. Il y a 59 attentats qui ont été évités sur le sol français. On envoie des soldats partout dans le monde pour combattre Daesh. Donc j'imagine que le déni d'islamisme, ils ne doivent pas comprendre. Ils la comprennent très bien. Beaucoup de policiers, des syndicats de police le disent aujourd'hui, que quand vous avez un collègue dont le comportement se transforme en profondeur, on l'a vu aujourd'hui par exemple à l'occasion de la révélation de 2 cas particuliers de policiers qui ont été désarmés pour la première fois. Vous avez des collègues qui changent de comportement, qui refusent de parler à des femmes, qui se mettent à entretenir des mots, et on l'a vu dans le cas de cet homme qui a commis cet attentat à la préfecture de police. Vous êtes favorable, vous, à titre personnel, à ce que la radicalisation devienne un motif de révocation ? Mais évidemment, il y a un problème majeur dans le fait que nous ne pouvons pas accepter que soit aujourd'hui au contact de nos forces de sécurité, armées, ou bien au contact des données de sécurité que peuvent manipuler la police, c'était le cas de celui qui a commis cet attentat. Donc vous êtes favorable à une nouvelle loi ? Des gens qui fréquentent... Donc vous êtes favorable à une nouvelle loi ? On n'a pas besoin de loi pour ça, je crois pas. On a d'ailleurs un arsenal législatif dont il tous les policiers servir. disent justement que le droit est flou sur cette question-là. La droite, pendant la campagne de 2017, avait proposé qu'on réutilise ce crime d'intelligence avec l'ennemi, qui n'est plus jamais employé. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Et quand vous avez des gens qui fréquentent des mosquées salafistes, quand vous avez un homme qui est capable de se féliciter des attentats contre Charlie Hebdo et qui reste dans la police, alors qu'il a dit ces mots-là à ses propres collègues, c'est qu'effectivement cette interdiction de nommer l'ennemi, elle pèse, y compris sur beaucoup de nos policiers. Et je peux vous dire qu'ils le comprennent. Il y a le sujet qui touche la police, mais il y a cette actualité qui vient télescoper le modèle de société à la française que nous aimons tant et qui perdure par-delà les années, est celui de la liberté. Par exemple, ça va peut-être choquer un certain nombre de ceux qui nous écoutent, mais être salafiste aujourd'hui, quand on est un citoyen français, n'est pas un délit. Être wahhabite non plus. Être même islamiste n'est pas un délit si l'on vit pacifiquement à la maison. Et donc, comment faire avec cela ? Comment faire avec cela ? Sachant qu'on peut également dire, moi je suis pour le retour à la monarchie absolue. Enfin, tout ça relève de la liberté de chacun de penser. Monsieur Brunet, on ne parle pas ici de conviction philosophique. On parle de quelqu'un qui s'est félicité des attentats contre Charlie Hebdo. Ça s'appelle l'apologie du terrorisme. Et ça, dans notre pays, ça n'est pas une liberté, c'est un délit. Je suis comme vous, un amoureux de la liberté. Et je pense qu'on devrait retrouver le sens de la liberté. Mais le combat que nous devons mener ensemble aujourd'hui, c'est un combat pour la liberté. Parce que cette idéologie qui menace notre modèle social, comme vous l'avez dit, c'est une idéologie qui menace précisément cette aspiration à la liberté qui fait nos sociétés démocratiques. C'est cette passion de la liberté qui doit nous conduire à être intransigeants. Et aujourd'hui, je suis forcé de le constater, nous le constatons tous ensemble, nous avons du mal à dire exactement ce qui nous menace parce que nous sommes dans une sorte d'inhibition à l'égard de ce qui est en train pourtant de fracturer sous nos yeux la société française et, in fine, de faire des morts. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. François-Xavier Bellamy, je suppose que ça ne vous a pas échappé, il y a eu un revenant dans l'actualité de la droite. François Fillon, qu'on n'avait pas entendu depuis 2 ans, et tout à coup il revient pour dire quoi ? Pour dire, ah, c'est un petit joueur Emmanuel Macron, 150 000 personnes dans la rue pour les Gilets jaunes. Moi, François Fillon, j'avais mis 2 millions de personnes dans la rue. Alors c'est comme ça qu'on juge un bon homme d'État, c'est au nombre de mécontents que fait une politique ? Non, si la comparaison a un sens, c'est peut-être pour montrer au fond que si notre pays aujourd'hui traverse de telles crispations, de telles tensions, on l'a vu à l'occasion de ces mobilisations des Gilets jaunes, ça n'est pas parce que le gouvernement est en train de faire des réformes décisives pour notre avenir.
Les Gilets jaunes ne se sont pas manifestés parce qu'on était en train de faire des choix courageux pour nous permettre de regarder l'avenir avec confiance. Si vous avez peut-être oublié les 3 mois de grève à la SNCF, ils sont sortis dans la rue, pour défendre les Gilets jaunes sont sortis dans la rue à cause d'une énième hausse de taxes. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons d'une certaine manière la tension, la crispation, l'agitation, sans avoir le courage d'avancer en profondeur et sans avoir non plus, ce qui pourrait peut-être ramener un peu de sérénité, l'idée du cap clair vers lequel il faut aller. François-Xavier Bellamy, ce François Fillon, là, conservateur et libéral sur le plan économique, il vous manque sur le plan des idées à droite? Je complète la question d'Éric. Elle va pas très bien, la droite, en ce moment. Pas seulement parce que vous n'avez pas eu un score absolument terrible aux élections européennes, mais de façon générale, elle va pas très bien, la droite. Du coup, quand Fillon parle, on l'écoute? Non, elle va pas très bien, bien sûr. C'est pas moi qui vous dirai le contraire. Elle va pas très bien parce qu'au fond, nous sommes dans une forme de grande confusion dans le débat démocratique. Et je crois que notre responsabilité aujourd'hui, c'est de reconstruire une alternative qui puisse susciter une espérance, parce que c'est de cela que nous avons profondément besoin. Ce travail-là sera long, évidemment, et parce que nous traversons une crise profonde, parce que cette famille politique, mais la politique en général, les responsables politiques ont suscité une très grande défiance. Je l'ai vécu personnellement pendant la campagne que j'ai menée à l'occasion de l'élection européenne. Et je crois que le travail pour reconstruire la confiance prendra du temps. Ce travail est fondamental. Un des symptômes de cette crise, c'est que l'élection à la présidence des Républicains, qui a lieu, je crois, ce week-end, elle n'intéresse personne. Ça, je ne crois pas que ce soit vrai. J'ai eu l'occasion de voir d'ailleurs sur le terrain que les campagnes des 3 candidats mobilisent localement. Vous voterez qui? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas se mentir. Les Républicains ne sont plus le parti de masse qu'ils ont été, mais comme le Parti socialiste aussi. Et on voit bien que ces partis traditionnels sont devant le défi de se renouveler pour pouvoir offrir encore une fois un débat politique de qualité aux Français. Qui est votre candidat? J'ai eu l'occasion de le dire à de nombreuses reprises. J'ai mené cette campagne l'année dernière pour l'élection européenne avec le soutien très fort de chacun de ces 3 candidats. On a créé aussi des liens humains et ça vous n'allez pas nous dire que vous n'allez pas choisir. Mais je l'ai déjà dit, c'est pas une découverte quand même. Mais vous allez aller voter. Bien sûr, mais je ne me prononcerai pas non plus pour une autre raison, c'est que je suis, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, président du groupe LR au Parlement européen. Et c'est de tradition que les présidents de groupes parlementaires, comme Bruno Retailleau, comme Gérard Larcher, président du Sénat, ne prennent pas parti dans une élection comme celle-ci. C'est le meilleur moyen de ne pas se fâcher. François-Xavier Bellamy, vous n'avez pas répondu tout à l'heure. Est-ce que François Fillon vous manque? Je crois que ce qui a été porté en 2017, en tous les cas, a encore quelque chose à dire à la France. Et si je reprends les angles forts de cette campagne de la présidentielle, qui, chacun le constatera, ne s'est pas joué sur le fond, si on reprend les axes forts de cette campagne, il faut, je crois, pouvoir renouer avec les fondamentaux qui pourraient nous permettre aujourd'hui de reparler aux Français. On parlait tout à l'heure de la question de l'islamisme. Vaincre le totalitarisme islamique, c'était l'une des orientations fortes de cette campagne. Je crois que c'est un sujet fondamental. Je crois que la réponse est oui, Éric. Merci François-Xavier Bellamy. Merci d'être venu répondre à nos questions. Restez avec nous dans un instant. C'est les matchs de la semaine.